Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau d'Associons-nous. Ce soir, KTO vous propose d'aller à la rencontre de bénévoles et professionnels de l'Ordre de Malte France, une association catholique hospitalière quasi millénaire. Ils agissent concrètement à travers des initiatives de terrain et avec charité au service des plus faibles. Mais quelles sont les actions menées dans le domaine de la santé et du médico-social? Quels sont les besoins aujourd'hui pour prendre soin des plus pauvres? Nous répondrons à toutes ces questions ce soir en compagnie de nos invités. J'ai le plaisir de recevoir Isabelle Fuentes, directrice du Centre pédiatrique Saint-Jacques de médecine physique et de réadaptation à Roquetaillade dans le Gers. Bonsoir. Bonsoir. Alors ça fait un grand nom, on verra d'ailleurs tout à l'heure un reportage sublime, mais en quelques mots, est-ce que vous pouvez déjà nous parler des actions que vous menez ? Alors, j'ai le plaisir de diriger un centre de rééducation pour enfants qui va prendre en charge des enfants en hospitalisation après des problématiques orthopédiques, traumatologiques, qui ont des problématiques neurologiques de naissance ou qui ont été gravement brûlés. Merci. Je vous conseille vraiment de ne pas zapper parce que tout à l'heure, nous verrons un superbe reportage. Nous avons aussi Barbara Charmette, psychologue clinicienne du travail et bénévole de l'Ordre de Malte dans les Yvelines. Bonsoir. Bonsoir. On continue avec Charles de Boissaison, administrateur de la maternité de la Sainte Famille à Bethléem et également président de la Fondation Ordre de Malte. Bonsoir. Bonsoir. Et enfin, nous avons Cédric Chaleret-Durieux, président de l'Ordre de Malte France. Bonsoir. Bonsoir. Alors, en quelques mots, est-ce que vous pouvez justement nous présenter l'Ordre de Malte France ? En quelques mots, quasi millénaire, 950 ans, né à Jérusalem, avant les croisades. Voilà. Et dès le départ, on vient en aide aux pauvres et aux malades. Donc aujourd'hui, on fait un saut dans le futur, 950 ans après, on vient maintenant. Actuellement, l'Ordre de Malte France mobilise 13 000 bénévoles sur le territoire français et outre-mer, et ainsi que 2200 salariés en France, mais également à l'international, parce qu'on a 4 métiers. Ok. Venir en aide aux pauvres en France, la précarité, on en parlera tout à l'heure avec les maraudes médicales, entre autres. Venir en aide aux malades, tout simplement, à travers nos hôpitaux, en France et à l'international. Avec Isabelle, on en parlera pour Roquetaillade, ou avec Charles pour la maternité de Bethléem. Et après, une autre activité qu'on a pas mal vue cet été, c'est le secourisme, avec les Jeux Olympiques à Paris, qui ont été un grand succès. Exactement. Et ça tombe bien que vous parliez de maraude, parce qu'on va prendre la direction tout de suite de Nice. L'antenne départementale de l'Ordre de Malte France organise des maraudes médico-sociales pour les personnes précaires dans différents quartiers de la ville. Notre reporter Alexei Viozniuk les a suivis pendant une soirée. On regarde tout ça et on se retrouve juste après. À Nice, plusieurs fois par semaine, une antenne médicale mobile de la délégation de l'Ordre de Malte France des Alpes-Maritimes part dans les rues de la ville à la rencontre des personnes en situation de précarité. Sa mission, offrir une aide médicale essentielle à ceux qui ne peuvent pas avoir accès aux soins médicaux. Stationnée à proximité d'un point de distribution alimentaire, cette clinique mobile est suffisamment équipée pour fournir des soins de médecine générale. Elle attire rapidement une foule de patients, parmi lesquels se trouve Patrick. J'ai un problème de cœur. Là, je viens prendre ma tension parce que je sens que mon cœur il bat très très vite. L'équipe est composée de médecins et d'infirmières bénévoles ou retraités, renforcée par une dizaine de volontaires d'horizons différents. Ici, chacun apporte son soutien selon ses compétences, comme Laurence, enseignante à la retraite venue de Monaco, qui liste les patients de ce soir. Pourquoi je viens ? Parce que je trouve que nous avons tellement de chance, nous recevons tellement dans la vie qu'il faut un petit peu partager avec ceux qui ont moins que nous. Moi, ça me remplit l'âme de venir ici. Parmi les cas les plus graves de la soirée, il y a celui d'un jeune Arménien qui n'arrive plus à manger suite à une infection. Comment il fait pour manger? Que liquide. Ce n'est qu'une des tragédies humaines récurrentes auxquelles cette équipe est confrontée chaque semaine. Pour les personnes accueillies sans couverture sociale, ce cabinet médical sur roues est leur seul moyen de voir un médecin, témoigne Éric Audienne, le délégué de l'Ordre de Malte France dans les Alpes-Maritimes. Il y a tous les âges.
Il y a toutes les provenances, il y a tout type de pathologie. En premier, c'est quand même plutôt la traumatologie, des gens qui sont tombés, qui ont des accidents, des plaies. Juste derrière, il y a les problèmes pulmonaires. Ensuite, il y a les problèmes de peau, problèmes dermato. Il y a les problèmes aussi, tout le circuit digestif. Et les personnes qui viennent sont la plupart du temps des gens qui n'ont pas accès aux soins. Ils n'ont pas de carte vitale. Ou alors s'ils ont une carte vitale, ils n'ont pas la mutuelle complémentaire, ils n'ont pas les moyens de se payer les médicaments. Donc s'ils ne viennent pas, si on ne les soigne pas, ils ne sont pas soignés. Pour compléter l'offre de soins, un dispensaire médical a été ouvert au centre-ville de Nice en 2023. Il propose des soins plus approfondis ainsi que le suivi des patients avec des médecins généralistes, des gynécologues, des psychologues et bien d'autres spécialistes. En plus de ça, on fait un accueil Malte, c'est-à-dire qu'on essaye d'aller au-delà d'un simple cabinet de consultation. Donc, systématiquement, on offre le petit déjeuner, on permet aux gens de rester. Il y a une salle pour les enfants pour qu'ils puissent passer un moment agréable. Et on a aussi un stock de matériel médical, alors des cannes ou des orthèses et des vêtements. Quand les gens sont en difficulté et qu'ils nous demandent si on peut les aider autrement, à ce moment-là, on a aussi autre chose à proposer que les consultations médicales. Des dizaines de médecins et de spécialistes s'organisent bénévolement selon leur disponibilité pour assurer le fonctionnement quotidien du centre. Parmi les visiteurs aujourd'hui, un tout jeune couple d'adolescents qui vit dans la rue. Je vois pas mal de femmes. Des dames plus âgées, des dames plus jeunes, des dames qui vivent dans la rue. Souvent elles arrivent, elles sont enceintes. Certaines, lors de leur migration, ont été violées. Heureusement qu'on a avec nous des psychologues et des psychiatres pour nous aider. Il faut les prendre en charge pour les grossesses, la future naissance. Certaines arrivent à me confier avoir subi des mutilations génitales, des excisions, souvent enfin dans leur pays d'origine. Donc là, il faut les aider, les orienter. Et puis, on a tous les problèmes de la pathologie de la femme, de tous les âges. Ce dispensaire bénéficie de l'aide de la mairie de Nice, qui a permis à l'association de trouver un local au centre-ville. Un nouveau dispensaire médical de l'Ordre de Malte dans les Alpes-Maritimes a été ouvert à Antibes. Cette année, grâce aux dons, les 2 dispensaires et l'unité mobile ont pu assurer plus de 5000 consultations, un nombre en constante augmentation. Allez, on est parti. De retour sur le plateau et on vous rappelle bien sûr que vous pouvez aider l'Ordre de Malte France, bien entendu, ça va s'afficher sur votre écran en allant sur le site ordredemaltefrance.org. Alors je vais me tourner directement vers Cédric. Pourquoi justement développer ces antennes mobiles ? L'année dernière, quand on était venu vous voir, on avait mis l'accent sur la partie alimentaire, parce que les Français avaient du mal à se nourrir. Mais nous, on constate 2 choses, et c'est bien qu'on vienne vous voir plusieurs années d'affilée. Voilà, c'est que les Français ont aussi du mal à se soigner. Ça, tout le monde sait qu'aujourd'hui, pour avoir un rendez-vous chez un médecin et parfois chez un spécialiste, un dermatologue, etc., c'est des délais pas possibles. Et quand vous êtes sans domicile fixe, quand vous êtes à la rue, souvent le constat, c'est que entre le trottoir, l'endroit où vous vivez, la tente, et le sas des urgences, il n'y a pas de parcours de soins coordonné. Donc nous, l'objectif là-dedans, c'est de venir en aide à nos concitoyens et d'apporter une solution alternative, en plus particulièrement pour ceux qui sont le plus dans le besoin. Alors, si on donne des chiffres, l'année dernière, en 2023, on a réalisé 10 000 actes de soins en France. Là, on devrait être entre 15 et 20 000 cette année, et l'objectif, c'est d'être à plus de 20 000 l'année prochaine. D'accord. On a 290 activités de terrain, tout confondu en France, en faveur de la précarité. Et en ce qui concerne la partie médicale, plus particulièrement, c'est une trentaine. Qu'est-ce que c'est ? C'est des maraudes médicales. Donc vous allez avec un camion qui est spécialement aménagé ou une ambulance, et puis là vous vous arrêtez dans la rue, puis des patients montent dans l'ambulance, ce qu'on a vu dans le reportage à Nice. Vous avez le dispensaire,
un endroit en dur où les gens vont venir, ou une maraude médicale. Et c'est un de nos gros axes aujourd'hui, c'est qu'on essaye de développer, qu'on va développer particulièrement l'année prochaine. C'est pas que dans les villes, c'est aussi dans la ruralité. Parce que dans la ruralité, on a ces déserts médicaux dont on parle. Et là, c'est un petit véhicule, un Kangoo, et on va chez les gens et on va, apporter les soins à domicile. Alors, vous allez dire, mais pourquoi on fait ça ? On ne fait pas ça tout seul d'abord et on ne choisit pas nous-mêmes. D'abord, c'est les pouvoirs publics, c'est les hôpitaux, c'est les CHU, les PASS qui nous disent vous allez voir un tel. Puis après, derrière, on a aussi notre autre système, parce que nous, on est catho, donc on a aussi des systèmes des paroisses qui parfois nous disent attention, il y a un tel qu'il faut aller voir parce qu'elle est vraiment pas bien, etc. Et ça permet de reprendre les gens et de les remettre dans le système des soins français. D'accord. Alors on rappelle encore une fois que ce n'est pas le patient qui va voir le médecin, c'est le médecin qui va à la rencontre du patient. Barbara, quelle est la différence justement avec une consultation classique ? Il y en a plusieurs, mais celle que vous citez là, effectivement, c'est la logique de aller vers les bénéficiaires, comme le disait notre président, qui n'ont pas forcément accès aux soins parce qu'ils n'ont pas les ressources nécessaires, parce qu'ils n'ont pas la couverture sociale, aussi parce qu'ils peuvent méconnaître notre système de soins, et puis il y a aussi la barrière de la langue pour les migrants, pour les demandeurs d'asile que nous accueillons. Et donc tout ça fait que dans cette logique de maraude, on prend les devants finalement et on va à la rencontre de nos patients, soit par des maraudes itinérantes justement, donc avec ce camion qui se déplace dans la ville. Et ce qu'on fait aussi, c'est qu'on va mettre le camion, on va le garer devant des centres d'hébergement d'urgence, des centres d'accueil de migrants, de demandeurs d'asile, de sans-abri, et à des rythmes réguliers. Et comme ça, nous créons du lien et nous permettons donc à ces bénéficiaires de savoir qu'on est là et qu'ils peuvent s'adresser à nous lorsqu'ils ont des problèmes de santé. Justement, vous parliez de lien. Est-ce qu'il y a un attachement particulier avec les personnes que vous rencontrez dans la rue ? Oui, bien sûr. Est-ce que vous prenez aussi plus de temps avec elles ? La notion de temps, elle est essentielle et c'est ce qui nous fait aussi beaucoup apprécier notre rôle au sein de l'Ordre de Malte par rapport à nos pratiques dans le quotidien. C'est qu'on en discutait tout à l'heure avec Isabelle, c'est qu'on a peut-être pas moins ces contraintes de rentabilité, de devoir accumuler les consultations, où là on va pouvoir avec le médecin, avec l'infirmière, prendre le temps justement d'écouter, de mener le diagnostic dans cet espace qui est un peu fermé, qui est un peu clos, qui est celui du camion en fait. On va refermer la porte et puis le bénéficiaire va peu à peu se confier. Alors il va se confier sur ses douleurs, pourquoi il a mal, pourquoi il est là, pourquoi il veut consulter le médecin. Et puis au fur et à mesure, avec des silences aussi, il va se confier, il va se livrer à nous et puis on va petit à petit détricoter cette pelote et puis il va nous raconter son histoire de vie qui est souvent, comme vous l'imaginez, très complexe quand on est à la rue depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années ou quand on vient d'un pays lointain et qu'on a connu beaucoup de souffrances. On est là aussi, nous, bénévoles de l'ordre, pour accueillir cette souffrance-là et pour instaurer une confiance par le dialogue. Vous savez, la personne qui est dans la rue, souvent, elle ne se soigne pas. Ou alors, qu'est-ce qui va faire qu'elle va se soigner ? J'ai mal aux dents, c'est dans le reportage tout à l'heure, je n'arrive plus à me nourrir, ou je me gratte de partout, ou j'ai mal aux pieds, ou j'ai été blessé. Mais quand nous, on fait ces maraudes, on se rend compte qu'avoir une tension qui crève le plafond ou autre, le SDF, il va... Enfin voilà, ça ne va pas l'inquiéter, il s'en fiche. On est vraiment dans la médecine, parce qu'on a des effets indésirables pour soi-même, graves, qui commencent à apparaître. Et l'objectif, c'est justement de casser ça. C'est de dire, non, avant d'arriver à une tension à 19, 20, 21, comme on peut le voir parfois quand on prend la tension, une tension normale, on est plutôt du côté de 13, 12, c'est dire non, on reprend dès le départ et on vous réintègre et réinsère là-dedans. Et après, le dispositif, là, c'est celui des Yvelines, donc avec ce camion, mais il est très varié. Le aller vers, en Guyane, on a créé une maraude médicale, c'est une pirogue. Et la pirogue va sur les fleuves guyanais pour aller au plus près des populations éloignées et apporter la médecine. Vous voyez,
pirogue. Voilà, mais si ça doit être d'autres systèmes, je sais pas, des ânes, n'importe quoi, sur les chemins sur les chemins de Saint-Jacques, on fera des ânes sur les chemins de Saint-Jacques. Mais c'est cette inventivité de tous nos bénévoles, des délégués sur place, qui font qu'on peut aller vers la personne sans domicile, vers la personne qui a besoin de nous. Justement, on parle des bénévoles, les bénévoles le font avec le cœur. On le voit qu'il y a un attachement particulier. Est-ce que vous avez une expérience personnelle qui vous a touché, marqué, qui vous a donné le déclic pour justement vous investir ? Des expériences, on en vit à chaque maraude. La toute première. La toute première. C'est probablement l'expérience que j'ai faite au travers de mon fils et qui m'a initiée à rejoindre l'Ordre de Malte, mon fils qui est secouriste et qui a fait d'ailleurs plusieurs postes avec notre président, notamment pendant les JO. C'était une grande joie et je pense que c'est ça, c'est le mot joie, le mot plaisir. Il a réussi à me transmettre son plaisir de servir avec l'uniforme de l'Ordre de Malte, d'aller à la rencontre de l'inconnu, de faire ces magnifiques rencontres par le biais du soin, de l'écoute et d'en s'en trouver transformé. Très intéressant. Je crois que Charles aussi a eu une expérience personnelle qui a provoqué un déclic et que ça s'est passé à Lourdes, si je ne me trompe pas. Alors, c'est vrai que Jésus est taquin. Moi, je suis allé à Lourdes pour passer une semaine avec mon père, honnêtement. Accessoirement pour servir les malades, mais honnêtement, j'y allais avant tout pour passer une semaine avec lui, parce que j'habitais à l'époque l'étranger. Et j'ai vécu ce que j'espère tout bénévole pourra vivre un jour, c'est une conversion du cœur. J'ai été cueilli là où je ne m'y attendais pas. Moi, je ne suis pas à la base un hospitalier. L'odeur délétère me fait tourner de l'œil, j'aime pas voir le sang, les hôpitaux... Quand j'amène un enfant malade à l'hôpital, en général, les médecins prennent soin de moi et pas de mes enfants. Donc c'est une catastrophe. Mais ce que j'ai vu à Lourdes, qui m'a bouleversé, c'était le soin incroyable des hospitaliers auprès des pauvres et des malades. Et ce que vous appelez le soin, par exemple, ça veut dire il y a un acte, on peut changer une protection urinaire, par exemple, changer un lit, mais remaquiller une trisomique, coiffer un tétraplégique, tous ces gestes-là d'amour incroyable, c'est ça qui a transformé ma vie. Et là où ça transforme ma vie, parce que ça transforme votre cœur. Vous dites, qu'est-ce qui se passe là, au-delà du soin, au-delà de l'acte qui doit être professionnel, qui fait que le Christ est présent. Et on aura probablement l'occasion d'en parler pendant cette émission, mais le vrai sujet à la fin, c'est la présence du Christ dans les actions que nous menons. Et ce qu'on peut souhaiter à tout le monde, c'est que le Christ cueille chacun de nous avec son projet personnel, particulier, qui fait qu'on a une conversion et qu'on devient un chrétien joyeux. Vous parlez de la joie tout à l'heure, c'est vrai. Le service, c'est la joie. C'est avant tout ça. Plus que se dire, je fais une bonne action, je suis quelqu'un de bien, un côté un peu janséniste, c'est pas le sujet. Croire en Dieu, c'est d'abord être joyeux. Voilà, je suis un peu long, mais tout ça pour dire que ce que je souhaite à tout le monde, ce qu'on souhaite tous, c'est de rencontrer le Christ dans nos actions. Et donc voilà, ça c'est mon expérience et on a chacun... Justement, je vais rebondir sur ce que vous venez de dire. Vous placez vraiment l'humain au milieu de tout, mais comment est-ce que vous arrivez à transmettre ce regard à vos bénévoles ? Mais Charles, il a raison, oui. Et je rebondis sur votre question. Allez-y, Cédric. Vous dites, on place l'humain. Ouais, mais non, on place le divin. Le divin. Et oui, parce que dans ce qu'on dit, c'est que nous, à l'Ordre de Malte, on n'est pas là pour faire de l'humanitaire, on fait de la charité. D'accord. Alors, l'humanitaire, c'est sur un plan très horizontal, vous aider. La charité, c'est que dans les malades que l'on va servir, dans le pauvre que l'on va aider, tout le monde a une âme. Une parcelle de divinité en soi. Et nous, ce que l'on croit, c'est qu'en servant cette personne-là, on sert aussi à travers lui cette parcelle de divinité. Et donc, le Seigneur lui-même. D'accord. Et que, tout à l'heure, on dit, oui, on veut aller vers, on veut multiplier, on veut faire des statistiques, mais c'est pas pour faire de la quantité. On s'en fiche de faire de la quantité. Ce qui nous importe, c'est de prendre la personne. Qu'est-ce qu'il y a d'important dans ce qui est fait dans les maraudes médicales ? Okay, c'est de soigner. Très bien, de base. Et ça, tout le monde peut le faire. Mais c'est de redonner de la dignité à la personne, de la prendre dans toutes ses composantes. Le soin, c'est l'Organisation mondiale de la santé qui le dit, c'est pas que l'acte médical. C'est prendre la personne dans toutes ses composantes, dans sa composante psychologique, dans sa composante spirituelle. On est un ensemble, on n'est pas juste un amas de chair, d'os, de cellules. Il y a ça aussi à travers. Et Charles l'a pointé, il a raison, le cœur... Et le trésor même, c'est ça, c'est l'amour
et l'amour de l'autre et la joie que l'on reçoit. Parce que franchement, on reçoit plus que ce qu'on donne à l'arrivée, quoi. Mais 1 milliard de fois plus, et c'est ce que le Seigneur nous enseigne dans l'évangile de Saint Luc lorsqu'il nous conseille plutôt que d'inviter à notre table nos parents, nos amis, pour qu'ils nous rendent l'appareil, non, invitez plutôt des boiteux, invitez des malades, invitez des pauvres. Eux, ils ne pourront pas vous rendre l'invitation, mais en fait, ils vous rendront tellement plus. Et c'est ça finalement ce qui est beau dans nos actions, c'est que voilà, le tout petit geste qu'on va pouvoir faire, mais c'est rendu tellement incommensurablement plus par les bénéficiaires que effectivement, c'est de l'amour qui circule entre nous. L'amour qui circule entre nous. Justement, si nos téléspectateurs nous regardent et ont envie de s'engager, comment devenir bénévole? Est-ce qu'il faut être spécialisé? Est-ce qu'il faut être surdiplômé? Est-ce que c'est ouvert à tous? Alors oui, c'est ouvert à tous. Vas-y, Charles. La présence, Christ s'offre à tous. Chacun en a notre chemin. Je crois surtout que, en tout cas c'est ma conviction, c'est qu'il faut avant tout, c'est une démarche d'ouverture. On ne sait pas forcément quelle est sa vocation personnelle. On a chacun un tropisme. Certains seront plus, sentent qu'ils ont une fibre plus vers la précarité. D'autres auprès des personnes en situation de handicap. Il y a tout type de... On ne sait pas. En fait, l'important, c'est de s'ouvrir, de tester. Il n'y a pas de jugement. On a chacun nos faiblesses, nos limites, et elles sont, je vous le garantis, nombreuses. Mais voilà, ça peut être avant tout des rencontres, mais je pense que chacun de nous, à un moment ou à un autre, est cueilli, en tout cas dans sa vie, ça peut être très tôt, ça peut être beaucoup plus tard. Ça peut être des moments de crise comme dans des moments de joie, des moments de pauvreté comme des moments de richesse. Là encore, je dis, oui, Jésus est un grand taquin. Il vous cueille au moment que lui a choisi, et après, quelle réponse on apporte? Si on prend le magnifique établissement qu'on va voir tout à l'heure de Roquetaillade. Ouais. Exactement. Ok, là, on a besoin de professionnels, et ils sont excellents, les professionnels de Roquetaillade. Je ne dis pas ça parce que vous êtes là, mais nos professionnels sont excellents au sein de l'Ordre de Malte France. Mais derrière, vous pouvez être bénévole et venir à côté et juste passer une après-midi, faire des jeux de société, juste discuter, juste prendre soin de la personne. Voilà, parce que on n'est pas à l'hôpital, et même à l'hôpital, on a besoin de ça. Vous avez des associations de clowns qui interviennent, vous avez des associations... Mais oui, parce qu'il faut que ce soit des lieux de vie. Des lieux de vie. Vous nous le direz tout à l'heure, il y a des mascottes, il y a un chat qui circule régulièrement, etc. Mais c'est ça qu'on cherche, vraiment. C'est la vie. Eh bien, allons-y justement, Cédric, ça tombe bien. Il vous parle de Roquetaillade. Je vous propose de nous rendre maintenant dans le Gers, à Roquetaillade, justement, dans le centre pédiatrique Saint-Jacques que vous dirigez, Isabelle. Vous y accueillez des enfants avec diverses pathologies, maladies ou également des grands brûlés. C'est un reportage réalisé par Geoffrey Defebvre. On regarde tout ça et on revient. Ce studio, c'est celui où sont hébergés Mélanie et son fils Lucas, 9 ans, hospitalisés suite à un feu de cheminée. Tout est bien, on est logé, on est nourri. Après c'est long, c'est dur pour nous parce qu'on a la famille qui sont loin, j'ai un grand garçon aussi. Et du coup, c'est compliqué, mais moi, je me sens pas prête à le quitter, à être à la maison et lui être là tout seul. Non, c'est pas possible pour moi. Ils sont tous super, on n'a rien à dire. Les infirmières, les monos, ils sont tous super. Avant tout centre de soins, les équipes médicales et paramédicales accompagnent chaque enfant dans sa singularité. Aujourd'hui, Lucas arrive pour une de ses 2 séances de kiné quotidienne. Ouais, ça en est bien. Allez, installe-toi. Ces bandes-là sont des prises de greffe qu'on est venu lui greffer pour remplacer la peau qui a été brûlée. Donc on est en train de lui travailler pour que sa peau retrouve toute son élasticité et à la fois retrouver la couleur, histoire qu'il ait la même couleur partout sur son corps. Pour finir de manière ludique, Maxime propose à Lucas de jouer au pendu. Ouais. On va lui faire lever le bras pour étirer cette zone et continuer le travail d'assouplissement. Non, pas encore. Essaye des lettres encore, t'as encore du temps. Un palmier. Chez les enfants, il faut qu'ils apprennent à nous connaître, qu'ils apprennent à nous faire confiance aussi. Étant donné que un enfant, si on le contraint à quelque chose qu'il ne veut pas du tout faire, ça va être plus difficile après de lui faire accepter. Il faut vraiment qu'il ait confiance en nous dans tout ce qu'on va lui proposer. Plusieurs fois par semaine, Lucas change son plâtre avec Léa, une ergothérapeute.
Le plâtre de Lucas, là, il va servir à venir posturer son épaule droite et aussi son buste pour venir travailler sur les cicatrices qu'il a en dessous du plâtre, venir étirer la peau pour qu'il puisse récupérer toutes ses amplitudes articulaires. Grandir au centre pédiatrique, une réalité que vivent Doha, 13 ans, et Julienne, 17 ans. Je suis arrivée à l'âge de mes 10 ans en 2016. Et chez moi en Guyane, c'est compliqué pour les soins médicaux et pour l'école aussi, c'était compliqué à y aller, tout ça. Je restais un moment chez moi et après, il y avait une dame qui connaissait déjà Roquetaillade. C'est elle qui a orienté mes parents et moi vers ce centre. Je peux revoir mes parents 3 fois par an, à Pâques, été et Noël. Quand j'étais plus petite, c'était ma grand-mère qui s'occupait de moi. Et en grandissant, elle pouvait plus s'occuper de moi, du coup je suis venue ici. Je suis pas très sociable, je préfère être seule, mais avec Julienne par exemple, c'est une de mes grandes copines et ça se passe bien. Et être avec mes copines, c'est bien, et puis chez moi, j'ai pas grand chose à faire non plus. Avec des durées d'accueil plus ou moins longues selon la pathologie, 55 enfants bénéficient d'une prise en charge complète. Pour leur permettre d'avoir une vie la plus normale possible, une vingtaine de personnels de vie quotidienne se relaient 24 heures sur 24 et veillent au vivre ensemble. C'est justement pour la convivialité. Autrement, ils sont dessus tout le temps. En fait, ils discutent pas entre eux. Donc voilà, c'est le moment du repas. Pendant le repas, on discute ensemble. La famille qui est loin, un petit peu des moments de cafard. On essaye en fait de les réconforter. Voilà. Dans le gymnase, les kinés adaptent chaque exercice à leurs patients. Et le jeu fait entièrement partie de la rééducation, pour les petits comme pour les grands. Irlande. Déjà, je me tiens en équilibre, parce qu'avec la scoliose, de temps en temps, on a tendance à perdre un peu l'équilibre. Et en même temps, on joue avec le ballon, ça me fait bouger les épaules, qui ont été légèrement déplacées lors de l'opération. Dans le bassin de balnéothérapie, Doha se met à l'eau pour sa séance de rééducation. Atteinte d'une maladie neurodégénérative qui affaiblit ses muscles, cet exercice au bar parallèle lui permet de renforcer ses membres inférieurs. Des choses qu'elle ne peut pas faire à l'extérieur de l'eau, donc elle les fait là, dans l'eau. Le poids qui peut l'embêter avec ses petites faiblesses musculaires pour bouger des membres, dans l'eau, elle a plus ce souci-là, elle peut se mouvoir comme vous et moi dans l'eau. Grâce à une prise en charge globale intégrant soins, scolarité, activités éducatives, sportives et de loisirs, l'équipe pluridisciplinaire du centre pédiatrique Saint-Jacques-Roquetaillade œuvre au quotidien pour permettre à ces enfants une rééducation et une réadaptation pour leur vie future. De retour sur le plateau après ce magnifique reportage. Donc pour celles et ceux qui n'ont pas vu l'introduction, Isabelle, est-ce que vous pouvez nous dire quel type d'enfant est reçu à l'hôpital ? Alors, à Saint-Jacques-Roquetaillade, nous accueillons des enfants accidentés de la vie, principalement, que ce soit des enfants gravement brûlés, des enfants qui ont eu des problématiques traumatologiques, ou alors des enfants qui ont dû subir des grosses interventions chirurgicales, orthopédiques. Et puis, une partie de notre activité, c'est sur la neurologie pédiatrique des enfants qui vont naître avec une infirmité motrice cérébrale, une myopathie, où on va avoir besoin d'être accompagnés dans la maladie qu'ils vont vivre. Voilà. Alors, comment se passe la prise en charge des enfants ? Quel âge ont-ils à peu près ? Alors, on est habilité à prendre des enfants de 0 à 18 ans. Okay. Donc, on est multifacette, on sait faire toutes ces prises en charge. Donc, c'est une équipe de professionnels, effectivement, comme on disait tout à l'heure, qui ont été formés à l'accueil pédiatrique. Et la prise en charge, elle se veut complètement globale. C'est-à-dire qu'au-delà de la problématique de soins qui a amené l'enfant à Saint-Jacques, il va falloir qu'on s'occupe, je rebondis sur ce que disait notre président tout à l'heure, de l'enfant dans sa globalité. Donc, il va devoir aller à l'école. Nous avons une école sur site. Il va faire du sport à l'école, oui. Il va devoir faire du sport. Il va devoir faire sa rééducation. Et puis, surtout, il va rester dans un contexte le plus possible bienveillant avec sa famille. Donc, notre rôle aussi, c'est de garder sa famille le plus possible auprès de lui, de l'accompagner pour que cette invention de vie qui soit court, long,
plus ou moins douloureux, reste un instant de vie et qu'on puisse le remettre après dans le milieu ordinaire le plus naturellement possible. Voilà. Donc on travaille vraiment sur le parcours de l'enfant, le parcours de soins, le parcours de vie de l'enfant qu'on va accompagner avec sa famille. Alors, il y a un terme qui m'a particulièrement touché, c'est le terme de l'hospitalisme. Est-ce que, justement, c'est une façon de combattre l'hospitalisme? Pouvez-vous déjà nous rappeler ce que c'est? L'hospitalisme, c'est malheureusement quelque chose qui peut arriver à des enfants qui restent trop longtemps dans un univers hospitalier, qui vont s'habituer à cet univers et oublier une vie d'enfant. Donc, une de nos missions principales, nous, que l'on peut complètement déployer grâce à l'association aussi, au-delà des structures conventionnelles, c'est de pouvoir faire une vie autour de l'enfant. Voilà, une vie. Sortir avec l'enfant, lui montrer ce que c'est une vie habituelle. Voilà, faire de l'insertion scolaire, même si on est une école sur site, faire de l'insertion scolaire pour que l'hospitalisation soit le moins délétère possible pour lui, maintenant, dans son avenir et aussi dans sa famille. Voilà. Alors, je vais me tourner vers Cédric. En quoi ça constitue vraiment une mission de l'Ordre de Malte France? C'est ce qu'on le disait, c'est toujours la même chose, c'est l'ensemble. Moi, je ne choisis pas, il y a tellement de souffrance et de misère en France, mais voilà, ceux qui nous sont confiés, on les appelle nos seigneurs, les pauvres et les malades. Nos seigneurs, avec un grand N, un grand S, parce que c'est nos petits trésors. J'ai visité le centre de Roquetaillade pour venir du Sud-Ouest, mais c'est quand même des parcours de vie qui, de temps en temps, sont horribles. Il y a une petite qui est là, qui est amputée des 2 jambes. Ses parents étaient SDF, leur tante a brûlé sur le canal du Midi et elle nous a été confiée et elle est chez nous. Vous avez vraiment des situations de vie qui sont horribles de base. Et nous, notre challenge premier, avec les soins, bien entendu, mais c'est redonner de la vie. Redonner de l'envie de vivre à ces enfants-là, qui demeurent enfants. C'est sûr que le petit Lucas qui est là, qui a 9 ans et qui a 2 séances tous les jours de kiné, alors il est parti, je crois, donc ouf, j'allais dire, mais il faut qu'il soit là. Donc il y a des tables de ping-pong, il y a une classe, il y a des jeux à l'extérieur, il faut que ce soit vraiment cet endroit, je le redis encore, mais de vie. De vie. Et très important, justement, on voit beaucoup de soins physiques, mais est-ce que les soins sont aussi psychologiques? Bien sûr, bien entendu. Alors, comme disait notre président, on a de plus en plus de situations qui arrivent dans un contexte de grande précarité, particulièrement sur l'enfant brûlé, mais aussi sur la traumatologie, de situations de grande précarité. Donc nous, on a vraiment un plateau technique très polyvalent, avec assistante sociale, diététicienne, kinésithérapeute, ergothérapeute, tout ce qui fait un plateau de rééducation, orthophoniste, et la prise en charge psychologique est devenue plus que nécessaire, que ce soit pour les enfants, pour la famille. Alors justement, je vais me tourner cette fois vers Charles. Qu'est-ce qui fait le petit plus de l'Ordre de Malte à ce niveau? Je crois que vous l'avez dit, ce qui me frappe dans cette description de Roquetaillade, c'est les ponts, les similitudes finalement avec l'hôpital de la Sainte-Famille, on le verra par la suite, ou les maraudes. Ce plus maltais, qu'on appelle ainsi, c'est de se rappeler toujours qu'il y a un être humain qui n'est pas réduit à sa maladie, qui n'est pas réduit à ses situations de vie dans la rue, qui n'est pas réduit à une situation de guerre quand on prend la Palestine. Et c'est de se dire à nouveau que voilà, on regarde cette personne en lui offrant ce qu'il y a de meilleur. Pour moi, Roquetaillade, c'est un peu notre premier hôpital à Jérusalem. C'est la même chose, offrir ce que la maison a de meilleur. C'était la volonté de notre fondateur. Vous regardez ce qui se passe à Roquetaillade, on offre ce qu'il y a de meilleur. Ça n'est pas du tout anodin de se dire, voilà, on pense les blessures, mais on regarde la scolarisation, on fait des activités sportives, des sorties, toutes ces choses-là, en plus du soutien spirituel pour les personnes qui en expriment le besoin et qui sont accompagnées, parce que nous sommes un établissement, une association catholique et nous sommes sensibles à ce besoin pour nous essentiel et qu'on retrouve chez toutes ces personnes, parce qu'il y a forcément des questions qui se posent parfois, pourquoi ça m'arrive à moi et pas aux autres, la mort, tous ces sujets-là. Quand on les éclaire, non pas seulement à la lumière de la médecine, mais à la lumière du Christ, elles portent une autre dimension. Quel est le projet spécifique de Dieu pour moi, dans mon handicap? Quelle est ma fertilité, ma fécondité propre? Toutes ces questions-là sont essentielles. Elles sont merveilleuses d'ailleurs à adresser. Et c'est en ça que pour nous, ce regard particulier, la croix que nous portons, soit sur la tenue des bénévoles, des médecins, les membres de l'ordre portent une croix ici,
On le dit lorsqu'on reçoit cette croix, hein, c'est le Christ qui se penche sur l'humanité souffrante. Nous sommes des bras, mais c'est avant tout cette présence-là. Finalement, la fraternité, un terme qu'on utilise beaucoup, c'est quoi? Si on montre une vraie fraternité auprès d'une autre personne, c'est lui montrer que lui ou elle aussi est un fils de Dieu, que Dieu a un regard particulier, bienveillant, paternel sur cette personne-là. Et c'est pour ça que c'est essentiel. Le geste médical précis, d'excellence, et je pèse mes mots, on le verra, on l'a bien vu avec Roquetaillade, on le verra avec la Sainte Famille, prend toute sa dimension lorsqu'il est éclairé en regardant la personne spécifiquement. C'est ça le plus finalement, c'est se dire tu n'es pas réduit à ta maladie, tu n'es pas réduit à ta vie dans le trottoir, tu n'es pas réduit au fait que tu es déplacé pour des raisons de guerre. C'est ça le plus, c'est cette force de rappel permanente. Et qui est une seconde nature, pour nous on ne se pose même pas la question en fait. Le plus, pour nous, c'est le standard. Donc, on n'est pas en train de compter, comme le disait le président Charest et Cédric, on n'est pas là pour faire de la compta, c'est pas le sujet. Si on faisait de la compta, on serait les derniers à rentrer au paradis. Hein, donc, faut changer de logiciel. Excellente phrase. Justement, vous nous parliez de Bethléem. Eh bien, on y va directement. On l'a dit, l'Ordre de Malte France agit aussi à l'international auprès des populations en souffrance, comme à Bethléem, où l'association participe à l'administration de la maternité de la Sainte Famille. En avril dernier, notre reporter Isabelle Kariaskos avait réalisé un reportage sur place. Je vous propose de regarder un extrait et on en parle juste après. Dans la ville de la Nativité du Christ, quoi de plus naturel qu'une maternité chrétienne? Située à 800 mètres de la grotte de la Nativité, la maternité de la Sainte Famille est un établissement catholique administré par l'Ordre de Malte France. Cet hôpital est devenu une référence pour les femmes enceintes de la région, qui y trouvent une offre de soins de pointe, sans distinction de religion ou de moyens financiers. Jenny est palestinienne chrétienne. Enceinte de 17 semaines, elle est venue avec sa mère pour son rendez-vous de suivi auprès du docteur Saba, gynécologue renommé de l'hôpital. Déjà maman d'un petit garçon, Jenny va aujourd'hui apprendre le sexe de son futur enfant. And he will have his brother. Okay. He will have his brother. Yeah, for sure, yeah. Yes. En raison d'une faible natalité et de nombreuses expatriations, la population arabe chrétienne de Bethléem est passée de majoritaire à minoritaire en 50 ans. Les patients de la maternité de l'Ordre de Malte sont à l'image de la population de Bethléem, à 90% musulmans et 10% de chrétiens. Comme le docteur Saba, 50% du personnel est chrétien. He's the best doctor in the town, and I feel comfortable with him. Yeah, it's more comfortable that it's Christian hospital, you know, and people treat me very friendly. And there is no discrimination here in Bethlehem. In Hebron, they are looking more for female gynecologists. They are with difficulties accepting the idea of male and refusing the idea of Christian male gynecologist. Comme de nombreux autres médecins palestiniens, le docteur Saba a fait ses études à l'étranger, en Belgique. Malgré plusieurs propositions de travail, le gynécologue a décidé de rentrer à Bethléem. Bethléem doit rester Bethléem. Les chrétiens doivent rester ici, doivent aider les gens, ils doivent continuer la mission qui les autres avaient fait avant. Ici, ce sont 70% des accouchements du gouvernorat de Bethléem qui ont lieu, avec un taux de survie de quasi 100%. So I'm examining the baby so that to decide if he's ready to go home. And he looks fine. He's doing well. He's feeding well. So, and the mom is very anxious because she wants to go home. La petite Razal est née la veille. Sa maman, Marianne, est venue en urgence pour une césarienne. No, it was perfect. You know, I came emergency. I was bleeding, but they let me enter C-section. I feel more comfortable than to go to the other hospital, like the government hospital.
Yes, especially I came emergency. It's more, I feel more comfortable and more safe to come here. Quiconque veut bénéficier de soins à l'hôpital peut se présenter à l'hôpital, qu'il en ait les moyens ou qu'il n'en ait pas. L'esprit même du Bienheureux Gérard était d'apporter ce que la maison avait de meilleur aux gens qui s'y présentaient. On continue à travailler dans cet esprit-là et d'apporter à la population palestinienne les meilleurs soins, quelle que soit la religion de la personne qui se présente à l'hôpital. Depuis son ouverture en 1990 à aujourd'hui, plus de 100 000 enfants sont nés à la maternité de la Sainte Famille. Alors, de retour sur le plateau, et je vais me tourner vers vous, Charles. Comment a évolué l'hôpital de la Sainte Famille depuis que l'Ordre de Malte en a la gestion ? Je dirais l'évolution de l'hôpital est à l'image de l'évolution de la région. Une croissance forte initialement et malheureusement, depuis la crise du Covid, c'est une région qui souffre doublement. D'abord de la crise sanitaire. Probablement 90% du PNB de la Palestine, ce sont les pèlerinages. Crise sanitaire, fermeture des frontières, plus aucune activité économique. Vous embrayez sur le 7 octobre, fermeture des postes, fermeture des frontières, problème d'alimentation. Et malheureusement, regardez ce qui se passe en Iran avec cette femme admirable qui a subi les pires avanies. Regardez ce qui se passe en Afghanistan. La femme est finalement celle qui souffre souvent le plus. Et la malnutrition se retrouve directement. Les femmes qui sont enceintes, sous stress, nous avons énormément de naissances prématurées. Et c'est là que jouent deux choses pour moi, et c'est là sur quoi c'est symbolique. D'abord, l'excellence médicale. Nous sommes le seul hôpital du gouvernorat à recevoir des femmes enceintes de 23 à 25 semaines. Donc on est à la limite de la viabilité. Nos nombres de lits en unités de soins intensifs, ça a triplé depuis que nous avons pris la gouvernance de cet hôpital. Donc l'excellence, quand on voit ces images, on pourrait dire qu'on est à Necker ou en France, c'est pas un hôpital de brousse. La qualité, on pourrait dire que les images ont été tournées à Roquetaillade. L'autre chose, c'est que vous l'avez vu, c'est à peu près 55-60% du staff est chrétien. Voilà, ce sont des chrétiens qui donnent naissance à des enfants globalement musulmans dans une zone en guerre. C'est un moment où c'est un endroit symbolique. On est à quelques centaines de mètres de l'endroit où le Christ est né pour nous, et où il y a une belle entente entre les religions. Et je crois aussi que via notre action humanitaire, notre action caritative on est en train de faire aussi quelque part un peu de la diplomatie, c'est-à-dire le message qu'on envoie aussi, de prendre soin, c'est de montrer qu'il y a un regard particulier auprès des femmes et de leurs enfants. C'est une thématique d'ailleurs, puisque cet hôpital-là est financé en très grande partie par la Fondation française, qui est une des associations de l'Ordre de Malte en France. La mère-enfant, on le retrouve ici avec des femmes qui ont quitté l'Ukraine, on le retrouve avec des femmes sans-abri. Il y a malheureusement une panoplie très grande. Et dans cette région-là, voilà, c'est une région qui effectivement souffre, mais avec le sourire, le docteur Sabat, qui est un personnage haut en couleur, et il fait ça avec beaucoup de bienveillance. Et puis ce qui est très beau, ce qu'on ne voit pas forcément de reportage, c'est que l'hôpital est en U, et au milieu vous avez la chapelle, vous avez la Vierge qui veille sur tous ses enfants, quels qu'ils soient. C'est ça qui est formidable. Donc voilà, croissance. Là en ce moment, on va faire un atterrissage, on parle de chiffres autour de 3800 naissances. Une année normale, c'est peut-être 4008. C'est simple, c'est difficile de passer les checkpoints. Les contraintes sont massives, donc quand vous perdez les os, ici vous appelez une ambulance, là-bas c'est pas la même chose. Et on reviendra peut-être après sur la panoplie des choses que l'hôpital offre aux femmes et à leurs enfants. Mais voilà, c'est malheureusement, quand on parle de protéger la vie de sa conception naturelle jusqu'à sa fin naturelle, là on est dans le cœur de la machine. Et ça fait 950 ans que ça dure. Probablement dans 950 ans, on en reparlera encore. Mais on n'a pas changé de vocation, voilà, qui est de servir les personnes, quelle que soit leur religion, en étant serein sur qui nous sommes, serein sur la raison pour laquelle nous le faisons. Voilà. Je vais rebondir. Quelle est la spécificité de cet établissement par rapport aux autres hôpitaux dans la région ?
Charles. Alors, nous, Ordre de Malte France, on gère 15 hôpitaux à l'international, en particulier en Afrique et à Bethléem. Et notre grande spécificité, c'est d'être sur la mère et l'enfant. Parce que c'est notre spécialité, parce qu'on ne peut pas tout embrasser comme spécialité et que c'est vraiment notre cœur de métier. Alors, c'est vaste, hein, la mère et l'enfant. Ça va de la néonatologie, l'accompagnement de la femme enceinte, jusqu'à des enfants qui vont jusqu'à 18 ans, etc. Donc c'est vraiment une grande spécificité. Et même en France, dans l'autisme, on est aussi souvent sur des enfants autistes. Donc on a cette spécificité et à Bethléem, elle s'incarne très bien. Quand j'entendais Charles, j'avais trois points qui me venaient en tête. Un, haute technicité. C'est vrai. Le niveau à Bethléem, c'est le même qu'à Necker. D'accord. C'est-à-dire que vous pouvez accoucher une femme à partir de 24 semaines d'aménorrhée, ce qui est l'extrême limite quand même, mais ce qui est capable d'être fait à Necker. C'est-à-dire que vous avez des médecins anesthésistes réanimateurs, vous pouvez intuber les bébés, etc. Donc ça, on est les seuls en Palestine à faire ça. Les seuls. La deuxième, c'est que c'est un repère. Au moment des événements du 7 octobre, les gens sont venus se réfugier chez nous. Quand les bombardements étaient là, quand Tsahal après a commencé à riposter, etc., les gens venaient se réfugier au sein de la maternité. Et la troisième, c'est que c'est aussi un bastion. C'est important ce que dit le docteur Sabat tout à l'heure. On accueille tout le monde, soit, mais on est là aussi pour marquer la présence chrétienne. Si les chrétiens partent de Bethléem, qu'est-ce qui restera de Bethléem, lieu de ville de naissance du Christ? Et on l'observe ça, on l'observe en Syrie, on l'observe en Irak, où les gens éduqués ont quitté, sont venus s'installer en Europe, sont venus s'installer aux États-Unis, et ne reste plus que des chrétiens qui n'ont pas fait d'études, et ce sont des populations qui, malheureusement, à terme, sont amenées à disparaître. Parce qu'économiquement, ce sera plus viable de faire fonctionner la communauté sur place. Et là, la présence de la croix à 8 pointes au plein milieu de Bethléem, à la fois en dehors du symbole, c'est aussi de permettre à nos frères chrétiens là-bas de demeurer sur place et d'y être ancrés, avec quelque chose d'important, à savoir de gérer des mamans et des enfants jusqu'à 18 ans. Alors justement, on parlait du côté économique de la chose. Quelle est la place de l'hôpital dans la région, sur le plan économique? Vous savez, d'abord, on est probablement le dernier établissement qui paye des salaires. Puisque les indications de l'autorité locale, c'est inflation, ne payez pas les salaires. Nous sommes le seul à payer à travers la crise du Covid et depuis le 7 octobre, où certains, malheureusement, ne le font pas. Pourquoi ? Parce qu'un salaire nourrit 6 familles. 6 familles, on se retrouve avec 30 à 40 personnes. On a 190 personnes qui travaillent au sein de notre hôpital. Vous faites les calculs, c'est une source qui permet de maintenir effectivement une présence chrétienne importante. La population du gouvernorat, c'est à peu près 200 000 personnes. On a fêté 100 000 naissances. Lorsque vous vous promenez avec le badge de l'hôpital, comme je le fais avec mon petit cordon comme ça, les gens vous arrêtent dans la rue, ouvrent leur téléphone portable, regardez, ça c'est mon enfant, il est né dans votre hôpital, quelle que soit la religion, ou alors je suis né dans cet hôpital. C'est un lieu, tout le monde le connaît. Historiquement, on appelait ça l'hôpital français. D'ailleurs, parfois on dit l'hôpital français pour faire simple, parce qu'il était tenu historiquement par la France, les accords de Mytilène, etc. Mais ça reste effectivement... non accessoirement, mais une présence française. L'Ordre de Malte France, dans le dispositif mondial de l'Ordre de Malte, qui est un ordre international, il y a une raison particulière d'expertise. On a de nombreux pays en Afrique dans lesquels on intervient, et en France. Cette expertise-là, on la met au service d'un hôpital. D'ailleurs, le comité médical a des pointures françaises exceptionnelles pour nous accompagner, de grands pontes de gynécologie qui nous aident à éclairer les décisions que l'on prend, avec toujours ce souci d'offrir ce qu'il y a de meilleur. Et donc, voilà, nous sommes, un gros employeur, singulièrement de la population chrétienne, parce qu'on a à cœur à ce que, voilà, il y ait cette présence-là, qui par-delà les confessions. Je trouve très beau, finalement, d'avoir des employés qui soient à la fois musulmans, chrétiens, et qui chacun accepte les actions de l'autre. Et d'ailleurs, ce qui vaut pour le terrain en France. Un bénévole n'est pas obligé d'être catholique pratiquant. Ce qu'on lui demande, c'est de signer le charte du bénévolat qui montre les valeurs qui nous sont chères, de respect de la personne, et ainsi de suite. Et après, certains des bénévoles sentent sourdre en eux la volonté d'aller plus loin, d'éclairer ça à la lumière de la foi, et là rentrent dans une démarche, ou sont appelés à une démarche pour devenir membre de l'ordre. Mais à la base,
On invite tout le monde. On invite tout le monde, ça sera notre mot de fin. Parce que oui, malheureusement, l'émission touche déjà à sa fin, 52 minutes, ça passe vite. Donc, simplement, si je vais faire un petit tour de table pour le dernier mot de l'émission, je vais commencer par vous, Isabelle. Oui. Allez-y. Écoutez, tant qu'on sera porté, nous, dans notre établissement, par l'association qui nous permet d'être créatifs, innovants et d'être à l'écoute des personnes qui nous sont confiées, on sera heureux de travailler. Voilà. Excellent. On vous rappelle l'hôpital Roch-Taillade. On va passer à vous. Oui, moi, j'invite chacun à trouver en lui quel est le projet particulier de Dieu. On a tous un talent, peut-être médical, financier, juridique, ressources humaines. On a tous un talent. Voilà. Et si vous le mettez au service de nos activités partout sur le territoire français et pour certains d'entre vous à l'étranger, on sera très heureux d'accompagner cette démarche. Charles Boissezon a toujours une belle parole, c'est magnifique. Barbara. Bon, je vais peut-être répéter, mais c'est vrai que c'était une très belle parole pour dire que oui, on a forcément besoin de bénévoles et que les activités de l'Ordre de Malte sont très variées et on peut y consacrer effectivement quelques heures par mois ou beaucoup plus en fonction de ses disponibilités et particulièrement pour les maraudes médicales. Oui, on est toujours bien sûr à la recherche de médecins bénévoles, d'infirmières, de psychologues qui peuvent étoffer les équipes et plus effectivement on sera nombreux et plus on pourra augmenter nos maraudes et être encore plus présents auprès de ceux qui en ont besoin. Et enfin, Cédric, le dernier mot. Le dernier mot, c'est oui, pour pouvoir servir, pour avoir des serviteurs à la moisson, il faut à la fois des bras et de l'argent. Et on ne peut pas avoir l'un sans l'autre. C'est-à-dire que si on a les bras et qu'on n'a pas l'argent, on ne va pas faire grand-chose. Et que si on a l'argent mais pas les bras, ça ne marchera pas non plus. Donc venez nous aider et aidez-nous financièrement. C'est très simple, allez sur le site internet de l'association. Qui s'affiche sur ordredemaltefrance.org. Et en cette fin d'année, s'il vous plaît, aidez-nous. Ça coûte cher, ce que l'on fait, parce qu'on veut offrir le meilleur. Mais vous avez vu derrière quel trésor se trouve derrière les dons que vous ferez pour nous aider. Exactement. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous quatre d'être venus ce soir et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous rappelle l'adresse du site internet ordredemaltefrance.org. Merci à l'équipe présente en régie, aux reporters et à la rédaction qui a préparé cette émission. Vous pouvez revoir cette émission sur KTO et sur notre site ktotv.com. À bientôt pour une nouvelle émission et surtout, je vous souhaite une excellente soirée.